D'ailleurs, il y en a plus au Québec qu'il y en a en Ontario qu'il y en a ailleurs. Mais êtes-vous d'accord, M. Bachand, que dans le cas de Stornoway, la mine de diamants, vous n'avez fait aucune demande. Nous avons posé plusieurs questions à l'Assemblée nationale et ce que la mine Stornoway a répondu à travers les médias, c'est que jamais le gouvernement lui avait demandé de faire de la transformation de diamants au Québec, le gouvernement libéral, alors que vous aviez pris des engagements au niveau du gouvernement de faire de la transformation à Matane, au niveau de la taille et du polissage. Et là, tout ce qu'on a entendu comme réponse de votre part et de la part de M. Gignac, c'est de dire, écoutez, on va attendre que le premier diamant sorte de la mine, alors que vous savez très bien, M. Bachand, qu'à ce moment-là, il est trop tard, les ententes sont déjà prises et que vous serez à ce moment-là mis devant le fait accompli que les diamants vont aller se faire transformer en Asie. Pourquoi, si l'Ontario le fait, pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas le faire également au Québec? Nous avons une mine de diamants avec un potentiel extrêmement intéressant, des diamants de taille mondiale. En quelle année la mine va ouvrir, Mme Ouellette? Elle est prévue d'ouvrir en 2015. 2016. Actuellement, c'est 2016. Aucune demande de la part du gouvernement n'a été faite pour la transformation. Parce qu'il y a plusieurs façons d'arriver à créer de la richesse. Une, c'est de discuter en partenariat avec les industriels. Puis en 2016, cette mine-là ouvre. Ils ont encore des défis importants de financement. Nous sommes actionnaires à plus d'un tiers, je n'ai pas le chiffre exact, 33-35% de cette mine-là. Ce travail de séduction et de partenariat fait que Stornoway, vous l'oubliez, vient de décider de déménager leur siège social de la côte ouest canadienne à Montréal. Nous allons travailler avec Stornoway pour avoir de la transformation au Québec. Mais nous n'avons pas la même méthodologie que vous pour arriver aux résultats, Madame. Nous croyons, M. Bachand, qu'il faut être plus incisif et plus fort envers les entreprises minières quand elles viennent s'établir ici, d'avoir la garantie et l'assurance qu'il va y avoir une deuxième et troisième transformation. Je comprends très bien qu'il y a un point de rupture où les gens ne seraient peut-être pas intéressés à venir alors qu'ils pourraient quitter. Mais une chose est sûre, nos richesses naturelles sont là. Il ne faut pas faire de surenchère à la baisse parce que c'est tout le monde qui va perdre. Notre richesse nous appartient. C'est pour ça que nous voulons mettre toutes les redevances, le fruit des redevances à 100% sur la dette. On sait que vous avez évolué. Vous étiez à 75%. Vous avez rejoint maintenant à 100%. Tant mieux. Suivez notre chemin, c'est une bonne idée. Mais on tient à vous dire... s'amuser sur ça une seconde? J'ai une dernière question, je pense, qui pourrait être intéressante pour l'Assemblée. Parce que votre comptable qui s'est compté, il ne savait pas compter, là, parce que vous mettiez le plein montant, 400 millions, puis là, vous êtes rendu comme nous à 150 millions parce que vous tenez compte de la péréquation maintenant. Oui, mais c'est 100% des redevances qui devaient... Alors que vous, c'était 75%. Mais justement, quand vous parlez des redevances, il nous reste 2 minutes environ. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans l'assistance qui aimeraient savoir si une entreprise, par exemple, une entreprise minière, est-ce qu'elle pourrait être amenée à payer des redevances à l'État québécois, même si elle n'a aucun profit au cours de l'année et même si elle enregistre des pertes? Est-ce qu'il y a quand même des redevances qui seraient versées? Peut-être les trois là-dessus rapidement. Dans notre système, non. Parce que le Québec n'a pas les mines les plus productives sur la planète, au contraire. Puis contrairement au Parti québécois, avec sa redevance minimale, qui va amener en cycle, parce qu'il y a des cycles là-dedans. Les premières mines à fermer vont être au Québec, les dernières à rouvrir vont être au Québec. Notre système, c'est un pourcentage du profit minier, mais comme partenariat, si le prix de l'or monte de 100$, nous autres, on va faire 16$ dans nos poches, parce que ça tombe direct dans la ligne de profit. Eux vont faire 5$. Nous, on croit que, justement, il faut respecter les règles telles qu'elles sont. Si des gens décident d'investir ici en sachant quel est le point de jonction qu'ils doivent faire pour les redevances, on ne peut pas leur dire, bien là, si vous ne faites pas de profit, bien c'est bon, on va changer les règles en cours de route. Il faut respecter la signature que l'on a dans des ententes avec les entreprises. Les redevances sont gérées par la loi sur l'impôt minier et par la loi sur les mines. Très clairement, au Parti québécois, on trouve qu'actuellement, le Parti libéral et la CAQ se contentent de grenailles pour les Québécois en termes de redevances. Nous trouvons qu'il est nécessaire qu'il y ait un 5% sur la valeur brute. Nous ne laisserons pas sortir notre minerai gratuitement. Je crois qu'en business, et vous en êtes, vous ne laissez pas sortir et vous ne donnez pas vos produits. Donc, c'est la même chose. Les ressources naturelles appartiennent à l'ensemble des Québécois et des Québécoises. Nous n'avions pas l'intention de donner notre minerai gratuitement aux minières. Je crois qu'il est juste normal qu'il y ait un retour pour l'ensemble de la société pour une ressource naturelle qui appartient à l'ensemble de la collectivité, mais aussi aux générations futures. Donc, c'est que dans l'ordre des choses et avec une surtaxe sur le surprofit de 30 %, une ponction que nous irons faire pour suivre le marché. Donc, à ce moment-là, lorsque les prix des métaux seront très élevés, il y aura un partage de cette richesse-là avec l'État québécois également. Je pense que c'est un régime hybride, c'est un régime qu'on voit ailleurs dans le monde, ça c'est pas
complètement nouveau. On a vu ça en Australie en particulier. Merci beaucoup, Mme Ouellette. Merci, M. Bachand, M. Deltel. Pour clore cette section sur les ressources minières, je vais inviter un membre de la Fédération des chambres de commerce du Québec qui est avec nous, Mme Anne Charland de la compagnie minière Osisko, à poser une dernière question sur ce thème en particulier. Mme Charland. Au cours des dernières années, le gouvernement a choisi de favoriser une approche de décentralisation des pouvoirs vers les municipalités et les MRC. Dans certains cas, les municipalités se sont vues octroyer par le gouvernement des pouvoirs qui leur permettent de limiter un projet, voire de le bloquer. Pour certains, il s'agit d'une sorte de droit de veto. Or, cette décentralisation pourrait résulter en une disparité réglementaire à travers les régions. Lorsqu'on sait que les entreprises investissent là où une certaine prévisibilité réglementaire prévaut, il est important de bien mesurer l'étendue de cette délégation de pouvoir. La question que je vous pose, quel cadre comptez-vous mettre en place pour établir avec les municipalités un processus de participation de celles-ci dans un cadre de développement de nos ressources naturelles? Et est-ce qu'une MRC ou une municipalité pourrait se voir le droit de bloquer la venue d'un projet? Merci, Mme Charland. Je vais demander, pour répondre à cette question, à laquelle vous aurez donc tous les trois une minute chacun, Mme Ouellette de commencer, si vous voulez bien. Oui, merci. Je pense qu'effectivement, la question des zones d'exclusion préoccupe particulièrement l'Association de l'exploration minière du Québec, les élus municipaux et l'ensemble des citoyens. Premièrement, au Parti québécois, nous allons mettre en place plus de transparence parce qu'il faut une meilleure communication avec les citoyens, le tonnage extrait, les redevances payées. Il y aura une obligation aussi d'informer les citoyens et les municipalités des activités minières. Il faut qu'elles le sachent s'il y a des activités qui se passent sur son territoire. Il y aura également un BAP pour chaque projet minier, donc qui permettra de voir les avantages et les impacts de ce projet-là pour la communauté. Il est important de ne pas répéter l'erreur des gaz de schiste avec une industrie qui arrive avec des gros sabots sans consultation. On a vu le résultat, un désastre. Donc ensuite, concernant les zones d'exclusion plus précisément, le Parti québécois est d'accord de déterminer des zones d'exclusion avec les municipalités et les MRC pour protéger les zones sensibles comme les périmètres urbains, les zones de villégiature et les aires protégées. Ces protections seront établies par le gouvernement du Québec sous la recommandation des municipalités et des MRC. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas un droit de veto spécifique pour des projets, c'est des zones qui seront préétablies. L'industrie aura connaissance de ces zones de protection-là, ça ne se fera pas en cachette et ce n'est pas des droits spécifiques sur chacun des projets, ça sera sur des zones de protection pour les périmètres urbains, les zones de villégiature. Merci, Mme Ouellette. Merci bien. Monsieur Deltel. Pour nous, il n'est pas question d'accorder un droit de veto à une ville ou à une MRC. Nous, on estime que les ressources naturelles appartiennent à l'ensemble des Québécois et pas à une ville, et pas à un maire, et pas à un préfet d'MRC. Donc, c'est pour ça que nous, on dit, pas le droit de veto, mais il faut quand même avoir un consensus social. On ne peut pas faire de développement de nos richesses naturelles sans consensus social. Mme Ouellette l'a bien dit, l'exemple malheureux et triste et désolant des gaz de schiste, où malheureusement, le gouvernement n'a pas assumé ses responsabilités et a laissé traîner une crise, nous informe là-dessus. Mais pas de droit de veto aux villes, mais consensus social pour permettre de le faire. Vous êtes Madame de Osisko, je suis allé à 2 reprises. À Malartic. À la Malartic. J'ai pu apprécier justement l'extraordinaire développement, le magnifique potentiel qu'il y a et la création de richesses pures qu'il y a là-bas. Donc oui, on est capable de faire du développement économique, du développement durable et un sain équilibre entre les retombées locales, mais également les retombées nationales, sans accorder de droit de veto à un maire ou un préfet. Merci, M. Deltel. M. Bachand. Oui, merci. Dans le projet de loi qui a été bloqué pendant 200 heures par Mme Ouellette, nous accordons un pouvoir aux MRC, pas aux municipalités, mais aux MRC, de faire leur plan de zonage. Mais ils le font une fois. Ils ont une réflexion une fois, puis c'est bon pour 20 ans. Donc, ils font les règles du jeu. C'est à Sainte-Adèle, peut-être qu'ils n'en veulent pas, en Abitibi. Puis moi, j'ai confiance que les MRC, pour qui les mines sont importantes, vont travailler intelligemment. Les redevances appartiennent à tous les Québécois. Et j'ai même envoyé une lettre au maire au Saguenay-Lac-Saint-Jean en disant « Les redevances appartiennent à tous les Québécois. Vous ne serez pas négociés municipalité par municipalité. » Il pourrait y avoir des compensations s'il y a vraiment des... Mais c'est des compensations en dollars. Oui, nous sommes d'accord qu'il y a un BAP au niveau de la demande d'exploitation. Il y aura un BAP
à ce moment-là, c'était dans le projet de loi. Puis probablement que mais vous le faites dans vos meilleures pratiques, un comité de maximisation des retombées économiques, parce que vous vous asseyez avec les gens, parce que vous aimez ça aussi, être un bon citoyen corporatif. Et bravo à Cisco pour ce que vous avez fait d'ailleurs dans la région. Merci, merci à vous trois. Alors, voilà, on va passer maintenant, merci à Mme Charland, j'espère que vous avez eu la réponse à votre question. On va passer maintenant au deuxième thème de ce débat, le développement du territoire nordique. Le territoire nordique impressionne par son climat, par son étendue, par la diversité de ses communautés, mais c'est surtout le potentiel élevé de son sous-sol qui a retenu l'attention. C'est l'un des principaux enjeux, d'ailleurs, de cette campagne électorale. Tous les intervenants s'entendent sur la nécessité de mettre en place des conditions qui inciteront les entreprises à explorer ce vaste territoire. Lorsqu'une entreprise investit des sommes substantielles dans des travaux d'exploration, elle s'attend à pouvoir passer ensuite à la phase, bien sûr, d'exploitation. Sinon, pourquoi investir des millions à explorer? Exploiter les ressources d'un territoire, ça ne veut pas dire le faire sauvagement toutefois. Au contraire, ça doit se faire dans le respect de l'environnement, dans le respect des communautés locales. On peut développer l'environnement sans nuire au développement économique. D'ailleurs, je pense que c'est ça qu'on appelle le développement durable. Voici donc nos questions au sujet du développement du Nord québécois. Si vous êtes porté au pouvoir, comment allez-vous concilier la protection de l'environnement, l'implication des communautés locales et le développement économique sans que cela ne constitue un frein à ce développement économique? Si une entreprise possède un droit d'exploration, qu'elle investit des ressources requises pour valider un potentiel minéral, qu'elle se conduit dans le respect des règles et que ses recherches s'avèrent fructueuses, aura-t-elle l'assurance de pouvoir passer à la phase d'exploitation? Pour répondre à ces questions, la parole est d'abord donnée à M. Raymond Bachand pour 1 minute et demie. Merci, Mme Maréchal. Le Nord, le Plan Nord, c'est un projet fabuleux. On a eu Abbé James dans l'autre siècle. Le Plan Nord, c'est le projet de notre siècle et qui, justement, met en équilibre le développement économique, le développement des communautés et la protection de l'environnement. On parle non seulement, Mme Maréchal, d'investissements miniers, on parle aussi d'investissements majeurs en hydroélectricité. On parle de 80 milliards d'investissements, de 20 000 emplois par année au Québec. Votre Chambre de commerce de Montréal a conclu que c'est 15 000 emplois par année dans la région de Montréal seulement. Le ministre des Finances toujours un peu plus conservateur. Pour les projets maintenant identifiés là, dans les 5 prochaines années vont nous rapporter, il y en a 30 milliards, vont nous rapporter en retombée fiscale sur 25 ans, 5 milliards et demi. C'est le projet du siècle. Au niveau de l'environnement, le New York Times, le New York Times, dans un éditorial, a qualifié ce projet-là du plus grand projet de protection environnementale de l'histoire de l'humanité. C'est le New York Times qui disait ça. La moitié du territoire, ça c'est grand comme la France, va être protégé du développement. Et troisièmement, c'est par ce projet-là qu'on va aussi aider nos communautés des Premières Nations à sortir de la pauvreté par l'emploi que ça va créer localement. Là aussi, dans ces territoires-là, ça va créer de l'emploi pour eux, ça va créer de l'emploi pour nous tous à travers le Québec. Merci, M. Bachand. Mme Ouellette? Oui, merci. Je pense que c'est le rôle du gouvernement d'établir un climat qui est propice au développement économique. Et pour pouvoir établir ce climat-là, ce qui est important, parce que vous le savez maintenant, on ne peut plus faire des affaires en pensant, sans penser aux impacts environnementaux, sans penser à l'acceptabilité sociale. Donc, c'est une nouvelle donnée aujourd'hui. Donc, il est important de prendre en considération tout de suite en partant. Donc, c'est sûr que pour le Parti québécois, ça sera une plus grande transparence et ça sera un avantage de tout le monde et des industries également. Une plus grande transparence, on va savoir où est-ce qu'on s'en va. Ensuite, il y aura des études environnementales, des bacs pour chaque projet, une consultation des citoyens. Les projets pourront être bonifiés suite à cette consultation-là. Nous allons exiger que les fonds de restauration soient capitalisés à 100 %. Vous savez, actuellement, ce n'est pas le cas. Et dans le passé, on s'est retrouvé avec des sites miniers orphelins parce que quelques industries, je sais que ce n'est pas la majorité, c'est toujours la minorité qui fait mal paraître, mais quelques industries sont parties avec l'argent et ont laissé les dégâts au Québec. On en a 679 au Québec, sites miniers orphelins, pour 900 millions de coûts de restauration. On ne veut plus avoir ce genre de problème-là dans l'avenir. Donc, on pense qu'en établissant des consultations, des discussions, s'assurer une meilleure protection de l'environnement, ça pourra créer un climat propice pour les meilleurs projets miniers du Québec. Donc, très clairement, lorsque le projet aura passé à travers ces différentes étapes-là, effectivement, les bons projets n'auront pas de difficulté
à se faire approuver pour aller du côté du bail minier. Mais comme nous l'avons dit précédemment, nous souhaitons qu'à cette étape du bail minier, on ait des négociations et non pas espérer la pensée magique qu'il y aura de la transformation sans que nous demandions. Merci, Mme Nous aurons Ouellet. donc la transformation avec le bail minier. Monsieur Deltel. Merci. On est à la Coalition Avenir Québec en faveur du développement du Nord, en faveur de nos richesses naturelles. Et je tiens encore à faire la précision, il y a ressources naturelles et richesses naturelles. Richesses parce que c'est vraiment vecteur et porteur de développement, de création de richesses au Québec. Maintenant, on ne peut pas faire du développement de nos richesses naturelles sans l'appui de la population. Il faut mettre les gens dans le coup, il faut que les gens se sentent bien, il faut que les gens sentent qu'ils en ont pour leur argent. Et c'est la responsabilité du gouvernement d'être le juste arbitre lorsque vient le temps d'accorder ou non le développement minier, lorsqu'il vient le temps de dire est-ce qu'on va dans ce projet-là ou est-ce qu'on choisit tel autre projet, et aussi s'assurer de la deuxième et troisième transformation pour créer la véritable richesse. Donc oui au développement qui est gagnant pour tous les Québécois, et nous on affirme aussi que le plan Nord existe parce qu'il y a eu le boom minier. Ce n'est pas le plan Nord qui a créé le boom minier, mais c'est bien plutôt le boom minier qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, on a un plan Nord. Alors, lorsque j'entends mes amis du Parti libéral dire « le plan Nord, notre plan Nord crée des milliers d'emplois », c'est farder un peu la vérité, parce que les milliers d'emplois seraient créés malgré le plan Nord. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est M. Clément Gignac, le ministre des Ressources naturelles, qui, le 1er février dernier, à l'Assemblée nationale, en commission parlementaire, a dit, je cite, « Il ne faut pas prendre les gens pour des valises. Le boom minier avait lieu pareil avant le plan Nord. Je ne commencerai pas à faire croire aux gens que tout à coup, le boom minier, c'est à cause qu'on a dévoilé le plan Nord. » Alors, en effet, le boom minier existe, tant mieux, puis le plan Nord est arrivé après. Merci beaucoup, Gérard Deltel. Alors, on va commencer maintenant la portion débat sur ce thème. Oui, nous, au niveau du Parti québécois, parce que si on veut développer les mines dans le Nord, il y a toute la question des infrastructures. Qu'on pense aux infrastructures routières, qu'on pense aux infrastructures au niveau des chemins de fer, qu'on pense aux ports, qu'on pense à l'électricité. Au Parti québécois, la position est claire. Les infrastructures qui sont dédiées aux minières seront payées par les minières. Et si les minières souhaitent une participation du gouvernement du Québec, à ce moment-là, il faudra qu'il y ait quelque chose en retour. Il sera possible que le gouvernement du Québec participe, mais pas gratuitement, ça pourrait être contre des prises de participation. Il faudra qu'il y ait quelque chose en retour. On a entendu, j'aimerais connaître la position du côté de la CAQ, mais on a entendu du côté du Parti libéral, ils nous ont dit longtemps en commission parlementaire et à la période de questions que les infrastructures pour les minières seront payées par les minières, mais les premiers exemples qu'ils ont eus, ça a été la route des Montiches, où ils ont fait payer la plus grosse part de la facture à l'ensemble des Québécois et des Québécoises. Donc, encore là, ça a été une infrastructure qui a été payée par le gouvernement qui prend le risque avec la minière, avec rien en retour, absolument rien en retour, et le gouvernement prend le risque. Et c'est la même chose pour l'électricité. On a demandé à quel coût vous allez vendre l'électricité aux minières. Et là, ils nous ont répondu, on va le vendre à un coût marginal plus le profit. Et le premier contrat qu'ils ont signé suite à ça, ils l'ont vendu à rabais au tarif Eiffel. Donc, on aimerait bien savoir si ce que vous allez faire dans le futur, c'est ce que vous dites ou ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Vous adressez à moi avec oui, plaisir. Je pense que en passant, non, mais c'est parce qu'elle parle aux deux, c'est la bonne technique. Les sites orphelins, en passant, là, si vous n'avez pas filibusterie ce projet de loi-là, ça serait réglé parce que c'était réglé dans le projet de loi. Alors, à un moment donné, il faut mettre les choses claires. Le plan Nord, puis pour répondre à Gérald Deltel, le plan Nord, là, oui, le potentiel minier existe, mais parce que tu as un plan, parce qu'il est véhiculé à l'échelle planétaire. Le plan Nord, il y a un intérêt planétaire, que ce soit à New York, que ce soit à Londres, que ce soit partout, que ce soit en Afrique du Sud, pour ce qui se passe au Québec. Sur les infrastructures, oui, il faut développer des infrastructures. Et il faut que ce soit le secteur privé qui paye pour ça. Le chemin de fer, on a juste pris une décision. Moi, dans le budget, j'ai dit, il n'y en aura pas 6, il y en aura 1. Et là, on voit le CN qui a réuni les minières. C'est un projet de 5 milliards, c'est majeur. La Caisse de dépôt a décidé d'elle-même d'y participer. Le gaz naturel, Gaz Métro on rêve tous d'amener le gaz naturel sur la Côte-Nord. Mais grâce au plan Nord, le gaz naturel ira peut-être si les études de Gaz Métro ils font ça. L'électricité, si tu es sur le réseau dans le sud ou dans un réseau existant, les règles du tarif Eiffel et les contrats qui ont été donnés s'appliquent. Si vous êtes en dehors du réseau, c'est le coût marginal. Le coût marginal de la nouvelle production et le coût marginal aussi avec le coût de la ligne de transport. Et ça va être fantastique pour les Québécois parce qu'à long terme, il y a des rivières là-bas qu'on peut harnacher parce qu'ils vont être fondamentalement payés par les minières à terme, mais qu'on ne serait pas capable d'harnacher comme Québécois parce qu'ils sont trop loin et trop coûteuses pour venir raccorder au Sud. Puis ils vont être payés, puis après ça, ils vont être raccordés au Sud. C'est pour ça qu'Hydro-Québec, cette année, 3e grande infrastructure,
lance sur le terrain ses études où va être sa ligne de transport maîtresse qui vont raccorder ensemble les communautés. Puis il peut y avoir, comme sur Longueuil, une exception. Quand tu as un projet de faire une route où tu penses, toi, comme gouvernement, que parce que cette infrastructure-là va exister, il y aura 3 ou 4 ou 5 autres projets qui vont éclore, bien oui, tu décides de ne pas faire payer 100% par une. C'est comme un PPP, hein, je caricature, c'est pas tout à fait ça, c'est comme une route à péage. Alors, si Stornoway en paye un morceau, le Québec, on en prend un bout, mais nous, on pense, puis ça, c'est du développement, qui va avoir d'autres projets qui vont venir se greffer et qui vont venir absorber le coût de cette infrastructure parce qu'ils paieront leur part. Quand je vous disais tout à l'heure que le gouvernement doit être le juste arbitre quand il est question du développement de nos ressources naturelles, de nos richesses naturelles, c'est exactement cet exemple-là. Parce que justement, oui, il faut que les minières qui ont un besoin précis de routes, d'aéroports ou encore de voies ferrées, essentiellement c'est ce dont on parle, bien, c'est à l'entreprise minière à le faire. Mais il serait ridicule, prenons l'exemple, je l'ai dit en commission parlementaire à M. Gignac, prenons l'exemple d'une minière, par exemple, qui développe un aéroport, mais qui, supposons, dans 10-15 ans, 50-60 km plus loin, il y a une autre minière concurrente qui développe une autre mine, ça serait ridicule d'avoir un autre aéroport. Donc, il faut que le gouvernement, comme juste arbitre, s'assure que la propriété permette une flexibilité, le droit de propriété permet une flexibilité d'aménagement entre les entreprises. Parce qu'on peut comprendre que les entreprises très concurrentielles pourraient dire « Oh, c'est beau, tu peux faire atterrir ton avion, mais attention, ça va te coûter 3 fois le prix que ça te coûterait normalement. » Donc, encore là, le gouvernement doit s'assurer d'une gestion équilibrée, d'une gestion juste, d'une gestion équitable qui permet le développement tout en étant respectueuse des besoins des citoyens et du développement des entreprises. Puis votre exemple d'aéroport est un bon exemple, puis c'est exactement ce qu'on fait dans le chemin de fer. Nous autres, on ne voulait pas 6 chemins de fer dans le Nord, protéger l'environnement aussi, protéger la nature. Alors, les minières, vous vous mettrez en coopérative, vous en ferez un, ou vous le ferez avec le CN, mais il n'y en aura pas 6. Alors, on force, au fond, la coopération entre entreprises. C'est le rôle du gouvernement de faire ça, M. Bachand. Puis M. Gignac, au moment, enfin, sans revenir en arrière, il semblait un peu froid là-dessus. Moi, j'estime que le gouvernement doit être le juste arbitre et doit s'assurer d'ententes, je dirais, crépusculaires, où, après 5 ans, 10 ans, 15 ans, on peut revoir la gestion d'une infrastructure, comme d'un aéroport, comme d'une route, comme d'un chemin de fer, pour s'ajuster aux besoins. Mais le rôle d'un gouvernement, M. Deltel, c'est de dire aux minières, ça va être payé par vous, mais vous n'en aurez pas un chemin de fer par mine, il n'y en aura pas 6. Ça, c'est nous parce qu'on protège le territoire. Ça, c'est la mise au jeu que j'ai faite dans le budget, puis je pense que la partie est bien commencée. Moi, je pense qu'au niveau des infrastructures, effectivement, je suis d'accord que c'est le rôle du gouvernement qui doit s'assurer qu'il y ait des partenariats qui puissent se faire et qui doit s'assurer que les infrastructures soient gérées dans l'intérêt commun et non pas dans un intérêt particulier. Et je suis toujours surprise de voir M. Bachand qui nous dit, encore un autre exemple, le chemin de fer, on laisse ça au privé, c'est le CN, alors qu'il a très bien mis dans son dernier budget que la caisse de dépôt serait un financier important. Or, la caisse de dépôt, à ce que je cherche, est encore l'argent des contribuables qui est là. Ce n'est pas l'argent des minières. Donc, vous dites une chose, mais après ça, vous en faites une autre. Et lorsque l'exemple que vous nous avez donné pour ArcelorMittal, le prix d'électricité pour l'agrandissement, et là, je parle bien de l'agrandissement, je ne parle pas de la mine existante, vous nous aviez dit en chambre, et M. Deltel est témoin, que c'était parce qu'il ferait de la transformation. Or, nulle part, dans aucun contrat, dans aucune entente, il n'est inscrit qu'il y aurait de la transformation et même ArcelorMittal, des projets de transformation. Puis là, je parle pas de... Puis là, c'était juste la boulette de fer, là, qui est une transformation extrêmement primaire. Là, on fait ça vite pour appeler ça transformation, là, parce que dans le fond, c'est pour transporter, pour aller dans les hauts fourneaux. Alors que les projets, même de mise en boulette, qui est de la transformation extrêmement primaire, ArcelorMittal les a mis sur la tablette. Et là, vous avez aujourd'hui une nouvelle explication pour justifier votre 4,3 cents des kilowattheures. C'est très intéressant, Mme Ouellette, toutes vos théories qui vont fondamentalement paralyser l'ensemble du Québec. Perrette et la pote au lait ou la poule aux œufs d'or, là, ça existe aussi comme fable. Allez lire vos fables de La Fontaine. Je vais revenir, parce que vous parlez de deux choses, je vais revenir sur la caisse de dépôt. Non, je vais revenir sur la caisse de dépôt, parce que là, on a une conception fondamentalement différente du rôle de la caisse de dépôt. Pour nous, la caisse est indépendante. Elle gère de façon indépendante, elle prend ses décisions de façon indépendante, contrairement à vous qui voulez dicter ces décisions. Si elle juge que c'est dans le meilleur intérêt du rendement et du développement économique, elle prend ses décisions. Si nous, on veut investir, on va mettre Investissement Québec, on va mettre Ressources Québec, on va prendre notre argent, mais comme ministre des Finances, si je réussis, c'est notre budget, puis si j'échoue, il faut que j'équilibre mes comptes, c'est pas l'argent des retraités. La Caisse de dépôt a elle-même approché le CN, elle dit « Je suis intéressé à ce projet-là, c'est un projet d'infrastructure sur notre territoire,
Et je suis prêt à mettre 1 milliard sur 5 milliards si les études de faisabilité. Bravo, il n'était pas obligé, il était autonome, il prend ses décisions. On est si vous voulez bien, on va juste mettre peut-être le train de côté. Parce qu'il y a quand même dans les questions que je vous ai posées sur le développement du territoire, une question, je pense, qui est très importante pour notre auditoire. Si une entreprise, je vous la répète, si une entreprise procède à un droit d'exploitation, qu'elle investit dans vraiment l'exploration, est-ce qu'elle va avoir l'assurance de passer à la phase exploitation? Je pense que c'est une question importante. Si on développe, qu'on investit dans un coin, puis si vous êtes déjà allé à Malartic, on voit qu'il y a quand même de l'effet, là, il y a de l'argent investi. Est-ce que la minière peut donc passer ensuite à la phase exploitation? Il y aura, comme je pense que M. Deltel le disait, il y aura la phase d'exploration. Si vous voulez votre bail d'exploitation, il y aura un BAP. Il y aura un comité pour maximiser les avantages économiques avec la communauté. Et ça, c'est 2 tests importants. Le BAP lui-même exige des retombées économiques, on l'a vu dans le cas de Cisco, etc. Et c'est le gouvernement qui décide ultimement d'accorder le bail d'exploitation. Les règles actuelles sont bonnes, sont pertinentes, sont justes et équilibrées. Alors, on les maintient. Je pense qu'il faut qu'il y ait de la transparence et nous voulons améliorer la loi sur